Bonsoir et bienvenue à cette grande édition des 20h à la une de l'actualité de ce soir. Le gouvernement congolais veut montrer ses biceps. Les bâtiments maisons construits le long du fleuve Congo seront démolis. L'opération commence déjà la semaine prochaine à la baie d'Engalima. L'avertissement a été lancé aujourd'hui aux propriétaires par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. On en parle dans un instant. Également au sommaire de votre 20h, les choléra fait rage à la prison centrale de Makala. 5 suspendus et aussi les visites sont désormais limitées. Des nouvelles mesures prises par le ministre de la Justice pour faire face à cette maladie. Le détail à suivre dans ce journal. Et enfin, le grand défi vient de commencer pour les finalistes des humanités. Plus de 13 000 candidats des cycles longs et 92 du cycle court ont entamé aujourd'hui l'épreuve préliminaire de la 59e édition de l'examen d'État. Le coup d'envoi de ces épreuves a été donné par la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. Le Burundi vient de prendre la tête de l'Union africaine pour l'année 2026. Il vient de succéder à l'Angola à la présidence tournante. La passation des pouvoirs entre le président João Lourenço, le sortant, et Évariste Ndayishimiye, l'entrant, a eu lieu aujourd'hui lors de l'ouverture de la 39e Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouverte à Addis Abeba. C'était en présence du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardons. Tous ou presque ont répondu au rendez-vous annuel de l'institution panafricaine créée en 1963. La 39e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine a réuni les différents chefs d'État et de gouvernement pour évoquer les défis de paix et de sécurité et d'échanger aussi autour du thème principal lié à l'accès à l'eau et à l'assainissement. Comme à l'accoutumée, la séance d'ouverture a été marquée par une série de prises de parole. Dans un contexte général marqué par des crises qui remettent en cause le principe fondamental de l'Union africaine, tous les orateurs ont lancé des appels en faveur d'une institution panafricaine qui respecte la souveraineté des États, l'intangibilité des frontières et la non-ingérence aux affaires internes d'autres États. Arrivé fin mandat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dénoncé les méthodes d'accès au pouvoir par les coups d'État dont les acteurs finissent par un processus de blanchiment par des élections qu'eux-mêmes organisent. L'occupation de certains territoires de la RDC par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 s'est invité à la tribune de l'UA. Le président João Lourenço, président sortant de l'Union africaine, a partagé sa vive préoccupation sur la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain malgré toutes les actions menées dans le cadre du processus de Washington et de Doha. Toutefois, il a confirmé son initiative des consultations en faveur d'un dialogue politique interne. En prenant la présidence annuelle de l'Union africaine, le président Évariste Ndayishimiye a évoqué le défi sécuritaire du continent en prenant pour exemple la guerre de prédation dans l'est de la RDC. Le nouveau président de l'Union africaine a lancé un appel à soutenir le mécanisme de prévention des conflits, un des piliers de la présidence burundaise de l'Union africaine. Le nouveau bureau de l'Union africaine présidé par le Burundi, comprend le Ghana et la Tanzanie, respectivement, premier vice-président et deuxième vice-président, en attendant la désignation du troisième vice-président par la zone Afrique du Nord. Après cette séance d'ouverture, la grande tour du Pullman Hotel rouvre ses portes après rénovation. Ces joyaux modernisés a désormais la capacité des 400 chambres. Et c'est le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a procédé à la cérémonie de remise en service de ces bâtiments. C'était bien avant de s'envoler pour Addis Abeba. Après 5 ans de travaux de rénovation,
La grande tour de l'ex-hôtel intercontinental de Kinshasa a refait peau neuve et porte désormais le label du Pullman Kinshasa Grand Hôtel avec tous les conforts qui va avec. La tour rénovée compte 189 chambres, dont 3 suites présidentielles répondant aux standards internationaux d'un hôtel 5 étoiles. Sa remise en service est le symbole du réveil des géants. L'État congolais, actionnaire qui partage la moitié de part avec Victoria Ekiti, est fier de réhabiliter ces pionniers de l'hôtellerie en République démocratique du Congo. C'est pourquoi le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement du Pullman rénové pour se rendre personnellement compte de la qualité des travaux. Le président du conseil d'administration, représentant l'actionnaire État, estime que la rénovation du Pullman est tout un symbole. D'abord, il faut se dire que ce bâtiment, la tour, est un des bâtiments le plus, en termes d'architecture, un des bâtiments le plus stables de la République. Donc quand l'architecte qui est venu pour travailler là-dessus, pour rénover, il s'est rendu compte à quel point ce bâtiment avait été extrêmement bien bâti. Mais à terme, dans les 3, 4, 5, 6 ans, on peut générer une vingtaine de millions de dollars je parle bien de bénéfices. Donc, ce qui veut dire, pour un actionnaire qui a 50% de part, c'est la moitié, c'est une dizaine de millions de dollars qui peuvent alors revenir dans le budget de l'État. C'est un outil merveilleux. Et quand le privé est là, ça veut dire que le potentiel est fort. Avec une capacité cumulée de 400 chambres et ses espaces publics de haut standing, le Pullman Kinshasa va participer non seulement à renflouer les caisses de l'État, mais surtout à étendre sa main-d'œuvre locale avec de nombreux emplois directs et indirects, renforcer la confiance des investisseurs, soutenir le développement du tourisme et créer de nouvelles opportunités d'emploi des jeunes. Telles sont les retombées de la remise en service du Pullman Kinshasa, selon la ministre des Affaires foncières s'exprimant au nom de sa collègue du portefeuille. Sous le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre pays s'engage dans une dynamique de transformation et d'attractivité. La modernisation de nos infrastructures hôtelières participe pleinement à cette ambition. Elle renforce la confiance des investisseurs, soutient le développement du tourisme et crée des opportunités d'emploi pour notre jeunesse. Au-delà de son impact symbolique et économique, cette rénovation représente également un levier concret de contribution au budget de l'État. La rénovation des Pullman Kinshasa est aussi le symbole de la résilience. Malgré les soubresauts de la guerre des prédations, le chef de l'État poursuit son programme de modernisation des infrastructures publiques. Yamampia, investi officiellement nouvel archevêque et président de l'église de réveil du Congo. Il a été investi pour un mandat de 5 ans à la tête de cette organisation. Et la première ministre Judith Suminwa Tshilombo a assisté à cette cérémonie d'investiture, nous dit Chimendondo, Emmanuel commissaire, dans ce reportage. Évariste Ejiba Yamampia, établi archevêque président représentant les cadres de l'église du réveil du Congo. L'église de réveil du Congo ERC a un nouveau visage à sa tête. Ce samedi 14 février 2026, l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia a officiellement pris ses fonctions en tant que représentant légal et président de l'église de réveil du Congo. Représentant le président de la République, la première ministre Judith Suminwa Tshilombo a participé à cette cérémonie au Centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale, aux côtés des pasteurs, de représentants de confessions religieuses. Élu par ses pairs de l'ERC le 6 février pour un mandat de 5 ans, l'archevêque Ejiba Yamampia succède à Dodo Kamba. Sa mission est de gérer l'administration, renforcer le dialogue avec l'État et guider spirituellement les fidèles. Lors de son allocution, il a appelé à la paix, à l'unité et à la réconciliation nationale, affirmant que l'Église doit être un partenaire fiable pour le gouvernement et les institutions. Je prends l'engagement devant Dieu,
les institutions de la République et devant l'Église corps du Christ, et particulièrement l'Église du Réveil du Congo, d'observer scrupuleusement les dispositions légales de notre pays, ainsi que les statuts et règlements d'ordre intérieur de l'Église du Réveil du Congo, et de les faire respecter obligatoirement. Avec l'aide de Dieu, je resterai fidèle aux Saintes Écritures, ouvert et en parfaite collaboration avec mes pairs et ceux qui sont sous mon administration jusqu'à la fin de l'exercice de mon mandat statutaire. Que Dieu bénisse l'Église du Réveil du Congo et qu'il bénisse notre nation et ses autorités. Je vous remercie. Fondée en 1997 et officiellement reconnue depuis 2003, l'Église de Réveil du Congo demeure un acteur majeur du paysage religieux congolais. La création du Conseil national de la batterie et la redevance minière, des sujets qui ont fait débat lors du dernier Conseil de ministres. Une réunion dirigée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On écoute un extrait de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République a commencé par rappeler que la création du Conseil congolais de la batterie procède d'un engagement stratégique majeur du gouvernement, visant à structurer les chaînes de valeur de minerais stratégiques et à inscrire résolument notre pays dans une trajectoire de transformation économique durable rompant avec le modèle exclusivement extractif. À ces jours, les secteurs miniers génèrent un chiffre d'affaires estimé à plus de 30 milliards de dollars américains. Les analyses économiques internationales établissent que l'accès au premier palier de transformation locale est susceptible de multiplier ses revenus par 3, voire par 4, tandis que l'intégration progressive des segments supérieurs de la chaîne de valeur pourrait à terme conduire à une augmentation plus significative des retombées économiques issues de nos ressources naturelles, avec des effets déterminants sur l'emploi, les recettes publiques et la résilience globale de notre économie. Le président a constaté, cependant, que les mécanismes de financement prévus par les textes portant création du Conseil congolais de la batterie, notamment l'affectation des 10% de la redevance minière, revenant à la quotité du gouvernement central, ne sont pas appliqués conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette situation est d'autant plus préoccupante que cette structure constitue l'un des piliers opérationnels de cette politique stratégique, soutenue par ailleurs par des partenaires internationaux de premier plan, en particulier avec les États-Unis d'Amérique, aux côtés de la République de Zambie, dans le cadre du mémorandum d'entente signé en décembre 2022 sur la production locale de batteries et des véhicules électriques. Dès lors, il a engagé instamment la Première ministre à mobiliser l'ensemble des membres du gouvernement concernés par l'exécution du décret numéro 22/43 du 6 décembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil congolais de la batterie en vue de la prise diligente des actes juridiques nécessaires garantissant à cette structure un accès effectif et direct à sa principale source de financement, telle qu'est prévue à l'article 23 du dit décret, afin de lui permettre de disposer de moyens indispensables à l'accomplissement de ses missions stratégiques au service de la transformation économique nationale. Le gouvernement congolais veut montrer ses biceps. Tous les bâtiments et maisons construits le long du fleuve Congo seront démolis. L'opération commence déjà la semaine prochaine à la baie de Ngalema. L'avertissement a été donné aux propriétaires cet avant-midi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, qui a conduit une forte délégation du gouvernement sur place pour faire les constats. Bobo Anan Mokondi. D'ici la semaine prochaine, le long du fleuve Congo, au niveau de la baie d'Ngalema et ses environs, situé au nord-ouest de la ville de Kinshasa, sera débarrassé de toutes les constructions anarchiques. Question de donner une visibilité environnementale au majestueux fleuve Congo, au cœur de Kinshasa. Ainsi en a décidé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, avec ses collègues du ministère de l'Urbanisme, Alexis Guizaro, celle des Affaires foncières, Onège Sélé et le ministère provincial de l'Environnement, représenté
par Léon Moulumba. À l'instar d'autres coins de la capitale, le bulldozer passera incessamment dans ces endroits non prévus pour la construction, question de libérer les espaces publics illégalement occupés et prévenir les risques de catastrophes liées aux inondations récurrentes dans la ville de Kinshasa. Ainsi démolis, ces sites seront délimités afin de prévenir en amont le propriétaire de ces bâtisses concernées. Le problème qui nous affecte tous, tout Kinois, c'est le point de captage de la régie des eaux. Là, il s'agit aussi des concessions anarchiques qui obstruent le point de captage de la régie des eaux. Ces points de captage alimentent plus ou moins 14 communes de la ville de Kinshasa. Mais dès ce lundi, on va marquer pour que les gens sachent s'ils sont concernés ou pas. Il y avait déjà des mises en demeure. On avait déjà des mises en demeure. Et je profite de l'occasion pour dire aussi, toute personne qui a émis un titre, un certificat là où il ne fallait pas, sera poursuivie. Cette mission qui s'inscrit dans le cadre d'assainir le milieu et de redonner le fleuve son caractère touristique fait suite aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à faire respecter les normes urbanistiques en vigueur, ainsi que la réglementation sur les servitudes et emprises publiques. Le compte à rebours est lancé pour le deuxième recensement en RDC. Une grande table ronde gouvernement partenaire est prévue pour le 20 mars prochain. Pour l'instant, un protocole d'accord vient d'être signé entre les RDC et ses différents partenaires. Encore une fois de plus, Bobo Anan Mokondi. En apposant leur signature au bas du protocole d'accord, la République démocratique du Congo, à travers le ministère du Plan et l'UNFPA, s'engage d'œuvrer pour la réalisation du deuxième recensement général de la population et de l'habitat, une nouvelle étape qui s'ouvre dans ces partenariats concentrés sur l'accélération de la mobilisation des ressources pour la mise en pratique de cette opération stratégique. Pour les parties prenantes réunies autour du ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo, les représentants résidents de l'UNFPA, accompagnés du conseiller technique régional, ces échanges ont permis de passer en revue les avancées techniques et financières du processus, mais aussi préparer la grande table ronde des partenariats prévue le 20 mars prochain. Objectif, réunir le moyen nécessaire pour relancer un exercice stratégique majeur que le pays n'a plus organisé depuis plus de 40 ans. Ces échanges ont également insisté sur la nécessité d'une communication inclusive et d'un mécanisme menant vers la participation de toutes les parties prenantes afin de favoriser l'adhésion nationale à cette opération. Pour les autorités congolaises, RGPH2 constitue bien plus qu'un simple décompte de la population. Il s'agit d'un outil fondamental pour mieux planifier les infrastructures, orienter la politique sociale et renforcer la gouvernance publique grâce à des données fiables. Avec cet accord, la République démocratique du Congo franchit une étape supplémentaire vers la modernisation de son système statistique et la construction des politiques publiques fondées sur des données actualisées. Nous revenons de nouveau sur cet élément de l'évacuation de la journaliste Ruth Bokomba. Elle a quitté le pays pour recevoir des soins de santé appropriés à Nairobi au Kenya. Tous les frais sont pris en charge par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo. À son arrivée, elle a été accueillie par les bénévoles kenyans de la fondation Lona le jeudi dernier. Edith Chala nous en parlait. À l'Aga Khan University Hospital, Ruth Bokomba Vangu est prise en charge de son arrivée. Évacuée depuis Kinshasa pour une anémie chronique sévère et un ulcère plantaire compliqué, elle bénéficie désormais d'un suivi spécialisé dans cet établissement de référence de Nairobi au Kenya. Derrière ce souffle de vie, il y a une main tendue, celle de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi à travers sa fondation, la fondation Lona. À ses côtés, son époux, Freddy Chibangu Muketa, exprime sa reconnaissance. Il faut dire que c'est un soulagement, même si ce n'est pas encore total. Ici, je ne vais pas courir dans tous les sens pour aller chercher les médicaments. Je ne vais pas aller au grand marché quand même. Il y a des gens qui sont chargés pour ça. Et un grand merci à toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte pour rendre ces instants possibles. Et surtout à la première dame et par-dessus tout à notre Dieu qui rend toutes choses possibles. Ici, à des milliers de kilomètres de Kinshasa, Ruth retrouve le sourire. La fondation Lona met tout en œuvre pour mobiliser les ressources et garantir aux personnes vulnérables un accès rapide et sûr aux soins, traduisant concrètement l'engagement de la First Lady, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour la vie et la dignité humaine.
Et en nouvelle, le choléra fait rage à la prison centrale de Makala. 5 décès déjà enregistrés sur le 13 cas détectés. Face à l'urgence, toutes les admissions sont suspendues et aussi les visites sont désormais limitées. Autre décision forte prise, c'est le renforcement immédiat des dispositifs sanitaires. Des nouvelles mesures prises par le ministre de la Justice pour faire face à cette maladie. Vous suivrez tous les détails à travers une circulaire que nous allons lire à la fin de ce journal. Mise en œuvre des grands projets d'infrastructures, l'RDC s'inspire du modèle hollandais. Les ministres des infrastructures et travaux publics est en mission de travail aux Pays-Bas. Sur place, il a eu des échanges avec les ingénieurs hollandais et aussi visité plusieurs entreprises spécialisées dans les domaines. Eugénie Dada-Chabani nous explique. Dans le cadre du programme d'urgence des balisages du fleuve Congo pour sécuriser la navigation, les ministres des infrastructures et travaux publics, John Banzalunda, comptent sur l'expertise des techniciens hollandais. En mission de travail aux Pays-Bas, John Banzalunda, accompagné de la délégation, a conféré avec Frédéric Van de Put, directeur régional Afrique du groupe naval néerlandais DAMA. Les échanges ont porté sur la possibilité de raffermir les partenariats techniques RDC-Hollande pour la concrétisation des grands projets d'infrastructure en RDC. La question de la réhabilitation du bac de Luozi est également abordée. Il y a plusieurs types de navires dont on a besoin. Notre objectif, c'est de rendre opérationnel notre boulevard fluvial. Nous travaillons sur les routes. Et après les routes, à côté des routes, il y a le fleuve. Notre fleuve, nous avons à peu près plus de 30 000. Fondé en 1927, le groupe DAMA est un chantier naval international réputé pour la standardisation et la production en série des navires. On a toutes les capacités techniques pour pouvoir livrer ce que la RDC a besoin. Des bacs qui vont longer le fleuve ou des bacs qui vont traverser le fleuve. Des bacs qui vont avoir besoin de passagers, des bacs qui vont avoir besoin de camions. Ce groupe a déjà livré en Afrique 7000 navires. Le Conseil national de la couverture santé universelle en RDC a tenu aujourd'hui sa première réunion de coordination des sujets débattus au cours de cette réunion avec Cédric Kenina. Le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, le Dr Mbongani Kabila Polidor, a présidé le vendredi 13 février dans la salle des congrès du Palais de la Nation une réunion de coordination réunissant les secrétaires généraux, les responsables des établissements de la facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, ainsi que l'ensemble des experts de ce service spécialisé de la présidence de la République. Pour cette première rencontre de l'année 2026, le ton était à la mobilisation générale des équipes face aux grands défis que pose la mise en œuvre de cette réforme majeure voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif était clair, engager une nouvelle dynamique d'action concentrée pour accélérer la matérialisation de la couverture santé universelle en RDC. En donnant une offre de santé de qualité à nos populations, de façon à prévenir aussi, bien sûr, la ruine financière. Nous avons, ici, au niveau de la coordination, et moi en particulier, personnellement, la responsabilité de m'assurer que cette réforme va être mise en œuvre selon les orientations du chef de l'État et du comité de pilotage. Le Conseil national de la couverture santé universelle prévoit pour l'année 2026 un déploiement progressif du paquet des soins de base sur l'ensemble du territoire national. Le programme de gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né suivra la même dynamique d'extension dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les grands défis viennent de commencer pour le finaliste des humanités. Plus de 13 000 candidats du cycle long et 92 000 du cycle court ont entamé aujourd'hui l'épreuve préliminaire de la 59e édition de l'examen d'État. Le coup d'envoi a été donné par la ministre des tutelles, Raissa Malou. C'était au lycée Mama Diankeba. Anastasie Doubou. C'est parti pour les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2026. Le futur diplômé aborde de ce samedi ces épreuves contrairement à l'année passée. Le nombre de candidats a augmenté. Ce lancement s'inscrit dans la continuité de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plaçant l'éducation au sommet des priorités nationales, il a impulsé une dynamique de refondation
qui permet aujourd'hui à l'école congolaise de redevenir le socle de notre développement. Nous enregistrons cette année 13 387 candidats au cycle long et 92 au cycle court, répartis dans 251 centres. La ministre d'État Raissa Malou s'est particulièrement adressée aux élèves du Nord et Sud Kivu. Pour nos candidats du Nord et du Sud Kivu, malgré les épreuves, vous représentez à vous seuls 25% des effectifs nationaux avec 3 351 inscrits. Votre résilience est le plus beau message d'espoir pour notre pays. L'État restera à vos côtés pour garantir que votre parcours se poursuive dans les meilleures conditions. Je vous invite donc à aborder ces épreuves avec sérénité et discipline. Travaillez avec honnêteté, car la valeur de votre diplôme dépend de l'intégrité de votre effort. Le plus âgé de ces épreuves, candidat autodidacte, a 63 ans et inscrit en pédagogie générale. Et la plus jeune a 17 ans. Elle est en latin philo. Dans la suite du ministre, il y avait l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza, corps enseignant et d'autres personnalités du secteur. Un nouvel auditoire géant pour former les ingénieurs de demain construit à l'université de Lubumbashi, baptisé Professeur Banza Wabanza. Cette nouvelle bâtisse a la capacité d'accueil de plus de 1500 places. L'infrastructure a été inaugurée par le recteur de l'INULU. C'est avant midi. Chimendondo. Sous le leadership éclairé du recteur de l'université de Lubumbashi et représentant pays de l'agence universitaire de la francophonie, professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitula, de nombreux auditoires continuent de sortir de terre. Le dernier en date de celui inauguré séjour à l'école supérieure de l'ingénieur industriel. L'auditoire professeur Banza Wabanza, c'est une bâtisse de 1500 places assises sur financement du comité de gestion. Objectif, offrir aux étudiants des conditions optimales d'apprentissage comme le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avançons donc dans ce sens-là, fort du fait que construire durablement, c'est construire pour le destin d'un peuple. Le directeur général de l'École supérieure des ingénieurs industriels a salué la vision du recteur Kishiba, qui a permis la construction de cet auditoire, le 6e de la série sur le 9 attendu, tous avec la capacité de 1500 places. Monsieur le recteur, depuis 2023, vous avez accompagné chaque étape de ces chantiers, guidant les avec un leadership marqué par la rigueur, l'humanisme, la simplicité et l'innovation. Vos instructions, présentes dans chacun de vos 5 discours, sont devenues notre boussole. L'ESI est bien plus engagé de former les ingénieurs de qualité utile à la société, une ambition qui se matérialise grâce aux efforts du comité de gestion de l'UNILU. Fini les lenteurs dans le traitement des dossiers liés aux finances publiques. 14 ans après, la nouvelle loi est désormais opérationnelle en RDC. Cette nouvelle réforme vise à accélérer le paiement et aussi renforcer la transparence dans la gestion budgétaire. D'autres avantages de ce document dans ce reportage. Un tournant historique dans la modernisation des finances publiques en RDC. Près de 14 ans après l'adoption de la loi des finances publiques, le gouvernement passe à la vitesse supérieure avec l'opérationnalisation de la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses. Une réforme majeure impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et mise en œuvre par le ministre des Finances, Doudou Fouambali Kondeli Botaï. Cette réforme rapproche la décision d'engagement et des paiements des dépenses des ministères sectoriels. Objectif, réduire le délai, renforcer la redevabilité des gestionnaires publics et fluidifier l'exécution budgétaire. 2 phases pilotes ont été lancées. La première concerne les ministères de l'Éducation nationale, du développement rural, de la santé et des infrastructures. La seconde inclut notamment la défense, l'agriculture, l'enseignement supérieur, la pêche et l'élevage ainsi que les finances. À ce jour, la chaîne des dépenses interfacées est déjà opérationnelle dans les 4 premiers ministères pilotes. Les équipements sont installés, les comptes ouverts à la Banque centrale et les logiciels déployés.
Près de 55 comptables publics ont également prêté serment et sont désormais à pied d'œuvre. Selon le gouvernement, cette réforme contribuera à renforcer la discipline budgétaire, améliorer la transparence et soutenir la stabilité macroéconomique, notamment en consolidant la coordination avec le Fonds monétaire international. À travers cette réforme structurante, les autorités congolaises affichent leur ambition de moderniser durablement la gestion des finances publiques et de restaurer la confiance dans l'exécution du budget de l'État. L'heure de décision forte a sonné pour l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, réunie hier en marge du 39e sommet de l'Union africaine. Le chef d'État et des gouvernements ont décidé de mettre en œuvre des réformes structurelles. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a représenté le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à ces travaux. Diane Balaka nous explique. Les chefs d'État et de gouvernement africains affichent leur détermination à accélérer la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Réunis vendredi 13 février 2026 à Addis Abeba, ils ont pris des engagements forts pour dynamiser le commerce intra-africain et concrétiser la création d'un marché unique sur les continents. La réunion inaugurale du comité des chefs d'État et de gouvernement sur la mise en œuvre de la ZLECAf s'est tenue en marge du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine. Les travaux ont été présidés par le président kenyan William Ruto. Objectif affiché, lever les barrières commerciales et accélérer les réformes structurelles. Les États membres sont appelés à mettre en place des politiques ambitieuses pour développer des secteurs stratégiques tels que les commerces, l'agriculture, l'industrie, l'énergie et les infrastructures, afin de faciliter la circulation de biens et services à travers les continents. Au nom de la République démocratique du Congo, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kayongia, représentant le président Félix Tshisekedi Tshilombo, a plaidé pour un engagement accru des ministères sectoriels, notamment le commerce extérieur et les finances. Il a insisté sur la nécessité d'un pragmatisme économique face aux défis fiscaux, appelant à dépasser les craintes liées à une baisse immédiate des recettes douanières au profit de bénéfices structurels à court, moyen et long terme. À travers cette dynamique, l'Afrique a-t-on transformé son ambition d'intégration en réalité économique concrète en faisant de la ZLECAf un levier majeur de croissance et de prospérité partagée. Autour du SMIC, employeurs, partenaires sociaux et la Fédération des entreprises du Congo se sont retrouvés pour harmoniser leur position sur cette question sensible du SMIC. Les discussions ont mis en lumière les préoccupations du secteur privé en quête d'un SMIC réaliste. Anastasie Dou. Il a été question pour les membres délégués de la FEC au 37e Conseil national du travail de rendre compte à la corporation du déroulement des travaux préparatoires à Caritas Congo du lundi 2 au jeudi 5 février avec la participation active de la FEC. La tripartite s'est apaisantie sur la problématique du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, et son application harmonieuse. Au cours de ces échanges, les délégués des employeurs ont exposé avec clarté les préoccupations du secteur privé ainsi que les propositions formulées en vue de parvenir à un SMIC réaliste soutenant par les entreprises et adapté aux réalités du pays. Cependant, la session ordinaire est prévue du 16 au 19 février 2026 qui permettra d'approfondir l'analyse des matières inscrites et formuler des recommandations. Signalons également que le président national de la FEC, Robert Malumba Kalombo, a échangé avec le directeur général des cominières sur les partenariats entre les deux structures. Nous avons eu le temps d'échanger sur certains problèmes que nous rencontrons au niveau de l'entreprise, notamment en rapport avec les fiscs et autres pour le bon fonctionnement de notre entreprise pour que nous soyons compétitifs face à notre secteur d'activité. La FEC reste attentive à toutes les doléances de ses membres et prête à accompagner l'État congolais dans les recherches de la cohésion sociale.
Direction générale des impôts, plusieurs rencontres sportives ont eu lieu au cours de ce démarrage. Gaëtan Magalano, Narcisse Makanine et José Dimonekene pour la suite. Lancement des activités sportives au sein de la Direction générale des impôts. 2 activités ont marqué cette étape au terrain IPJ de la Gombe. Première étape, un match de Nzango pour la catégorie féminine et le football pour les hommes. Le pourquoi de ces activités, ici expliqué par la directrice de ressources humaines, Brigitte Kunda, représentant le directeur général de la DGI. Un personnel en bonne santé est un personnel plus engagé, plus efficace et mieux préparé à relever les défis quotidiens parce que son sport régulier lui permet d'équilibrer l'exercice physique à son bien-être psychologique. C'est aussi de cette manière que nous consolidons durablement notre capacité à atteindre les assignations qui nous sont fixées par le gouvernement de la République. La Direction générale des impôts entend rapprocher davantage l'administration de son personnel en vulgarisant les principales réformes fiscales en cours, notamment l'entrée en vigueur de l'impôt sur les sociétés, IS en sigle, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP en sigle, ainsi que les mécanismes liés à la facture normalisée. Des discussions autour de la réforme fiscale directe, impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu de personnes physiques ont été aussi évoquées lors de cette rencontre. C'est fini pour ce journal de 20h, mesdames et messieurs. Ce journal a été coordonné par Marthe Mangazakalala, réalisé par Yolande Voka Jado Kapai. La partie technique a été assurée par Gabi Konga, Alain Galia Redin Poui, supervisé par Guy Matundu, le tout sous la direction de Joseph Oscar Mbal Kaïch. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 23h avec Jacques Chiboboamej. Au revoir. Il existe une ligne que l'on ne franchit pas. C'est notre frontière. Elle protège une terre, un peuple, une nation. Depuis plus de 30 ans, notre pays fait face à des agressions répétées. La terre congolaise n'est pas un simple espace. Elle est notre histoire, notre sécurité, notre avenir. Protéger les terres frontalières, c'est limiter les infiltrations et renforcer la surveillance de nos frontières. C'est aussi garantir la stabilité régionale en empêchant toute activité nuisible menée depuis notre territoire. La loi numéro 25/62 du 30 décembre 2025 dispose: les terres frontalières ne peuvent être accordées aux étrangers